Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer de façon rationnelle que nous évoluons vers un but bien précis. L'humanité évolue sans le savoir vers son ultime perfection. Alors, déjà, si je parle d'ultime perfection, c'est parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Dans ses imperfections, elle ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est aujourd'hui. Au temps T, euh, l'humanité en est à ce point-là de son évolution. C'est comme on ne peut pas reprocher à un enfant d'être un enfant et pas un adolescent. À un adolescent d'être un adolescent, mais pas un adulte. Il est parfait en tant qu'adolescent, avec tout ce que comporte une adolescence pour justement devenir adulte, les erreurs, etc., les problèmes qui peuvent être liés à ça. Ben, l'humanité, c'est la même chose. Aujourd'hui, imaginons qu'elle en est à la sortie de son adolescence. Et donc, elle est encore dans sa violence, dans, sa, dans ses tests, dans ses essais pour essayer de trouver sa place euh, au sein de la vie, par exemple. Voilà. Mais à un certain moment, elle atteindra un, un état de perfection indépassable. Et c'est ce dont je parle. Cet état de perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, donc la fin de la propriété privée, la fin de ce besoin de créer. Le monde sera entièrement réalisé techniquement, socialement, humainement. Euh, ce- euh, on pourrait dire, voilà, c'est l'amour qui règne sur le monde. Voilà. Et l'humanité ne peut pas ne pas aller à ce point d'acmé, à ce point de perfection. Parce qu'il y aura toujours, tout au long du temps qui reste encore à évoluer, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe, des hommes qui seront, la majorité humaine sera hostile à l'injustice, hostile au mal, hostile à la souffrance de leurs congénères et d'eux-mêmes, hostile à la guerre, hostile, etc., etc. Et toutes ces hostilités, même s'il y a en parallèle, on pourrait dire, des psychismes qui sont, parce qu'ils sont malades, sont favorables à la domination d'autrui à cause du narcissisme, à l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, à la guerre, à l'expansionnisme, etc., etc., et qui sont insensibles, par exemple, au sort des gens qu'ils vont faire tuer. Là, ce matin, j'ai écouté j'ai lu un petit truc sur le président américain qui se vantait d'avoir massacré un groupe de Houthis au Yémen. Voilà. Donc, avec une sorte de distance sur la vie, sur la mort, sur l'autre, c'est un défaut d'empathie absolue. Et d'ailleurs, tous les chefs d'État qui peuvent faire tuer des congénères ou des ennemis sans sourciller, ce sont des psychopathes, tout simplement. Ils ont un fondement psychopathique, mais c'est fréquent, hein, ce fondement d'être insensible à la souffrance d'autrui. C'est quelque chose qui, qui existe dans l'humanité et que l'humanité progressivement est en train d'essayer d'effacer. D'où, par exemple, les cours d'empathie dans les pays scandinaves qui commencent à arriver, etc. Voilà. Les émissions de télé, les films qui montrent qu'il faut avoir de l'empathie, qui développent l'empathie des êtres humains, etc. Voilà. Les réseaux sociaux qui parlent, qui
attaquent tout de suite ceux qui manquent d'empathie et qui valorisent ceux qui font preuve d'empathie au contraire. Donc tout ça, ça pousse l'humanité vers un monde où l'empathie finira par l'emporter. Voilà. Alors, pour développer ma théorie, je m'appuie sur des vidéos. Ben là, je vais reprendre une vidéo que j'ai commencée sur les ressorts de la vengeance. C'est l'émission, c'est avec philosophie, que j'écoute assez régulièrement sur France Culture et que je conseille à tout le monde entre 10h et 11h le matin dans la semaine. Et donc là, à quoi bon se venger? C'est l'épisode 4 de cette série, Les ressorts de la vengeance. C'est une réflexion sur la vengeance. Et là, on parle de Hegel et Nietzsche face à la vengeance, leur vision face à la vengeance. C'est la 3e vidéo, je lance et éventuellement je digresse. Et vengeance. Donc là, c'est un extrait de Hegel, je pense. Il ne faut pas que l'acte de réparation soit exercé par l'individu lésé ou par ceux qui dépendent de lui, car chez eux, la restauration du droit, en son caractère universel, se trouve liée au caractère fortuit de la passion. La réparation ne peut être l'œuvre que d'un tiers, commis à cet effet, qui ne fasse valoir et n'effectue que de l'universel. Dans cette mesure, elle est punition. Là, c'est là où Hegel, c'est un génie, absolument, et il regarde les choses froidement, il analyse. La meilleure chose, c'est évidemment qu'une justice, qu'un système s'interpose entre le désir de vengeance, qui est humain, on va dire, et puis l'évolution de l'humanité qui doit écarter le système de la vengeance qui n'a pas de fin en réalité et qui bat, même si un acte de vengeance pourrait être entre guillemets justifié pour celui qui va être lésé et qui se vengerait, mais celui qui va se venger d'avoir eu quelqu'un de sa famille, etc. Et on voit, c'est les vendettas, et on finit par assassiner des gens qui n'ont absolument pas aucun lien avec les choses, finalement. Donc, la justice, si l'humanité a évolué jusqu'à la justice des hommes, une justice indépendante qui écarte justement, qui s'écarte de l'instant et des émotions pour pouvoir juger sainement, comprendre les choses, etc. C'est une avancée grandiose. Et remettre en cause ce mécanisme-là, comme le fait par exemple le cinéma américain, avec certains films où des héros, je me rappelle de quelques films de Clint Eastwood ou d'autres, ils sont dans un cycle de vengeance et ils stimulent la vengeance. Et on va soutenir en fait leur cause d'une certaine manière. La façon dont c'est montré, ça soutient un petit peu ce côté-là, même si au final il y a la justice qui est sous-jacente derrière. Mais on peut comprendre l'impact que ça a, parce que et là les médias, les Hollywood, etc., ils sont pour l'instant les seuls à ne pas avoir des cahiers de charges dans la façon dont ils parlent au public, avec les médias en même temps, hein, parce que c'est la même chose avec les CNews, les BFM, etc., qui n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas de responsabilité. Ils peuvent dire des choses comme s'ils n'avaient pas d'impact. Maintenant, on sait qu'ils ont un impact. Et il va falloir vraiment comprendre l'impact essentiel qu'ils ont. Et à ce moment-là, ils vont avoir des responsabilités, une fois qu'on aura pris vraiment conscience de l'impact qu'ils ont sur les populations vulnérables, sur les populations influençables, eh bien, il faudra légiférer pour chaque fois que... Donc, ils ne pourront pas répandre, par exemple, laisser répandre
des idées, voilà, par exemple sur la vengeance, des gens qui passent à la télé et qui disent mais moi si c'était moi je l'aurais, j'aurais pas attendu la justice, etc. Je me serais fait justice moi-même, etc., etc. Et qui stimule en fait la haine de l'humanité, qui ramène l'idée de, des, des choses que l'humanité a dépassées, comme la peine de mort par exemple, et qui repoussent pour ramener ces archaïsmes dans le système, etc. Donc tout ça, c'est une lutte qu'il faudra commencer un petit peu à voir à un certain moment. La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. C'est pourquoi il faut que la réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Voilà. Alors, ça fait penser que, inversement, il est fondamental que la justice soit juste, que la justice soit pas à deux vitesses, que la justice puisse vraiment punir les gens qui le méritent. Là, il y a, par exemple, il y a des crimes aux États-Unis qui ont été commis par des personnes célèbres et qui, parce qu'ils avaient des moyens considérables d'avocats, ont réussi à être exemptés de peine, à ne pas à être innocentés. Ou des hommes politiques ou des gens, parce qu'ils ont les moyens, ne payent pas la même chose que d'autres. Donc cette injustice, elle est favorable à l'idée de vengeance. Donc l'injustice de la justice, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'évolution humaine. Et donc, de la même manière que la vengeance est un crime contre l'évolution humaine, le manque de justice est un crime contre l'évolution humaine. Aussi bien, le droit qui prend la forme de la vengeance, et il faudra que ça s'impose comme ça. Offense, n'est senti que comme conduite individuelle et provoque inexpiablement à l'infini de nouvelles vengeances. Ça c'est clair. Et on le voit dans tous les systèmes qui fonctionnent sur la vengeance. Il y a encore des pays qui fonctionnent comme ça, des îles qui fonctionnent comme ça. Et on voit que c'est pas vivable, évidemment. Si Nicolas Berger de notre équipe prête sa voix aujourd'hui à Hegel. Claire Pagès, le droit qui prendrait pour lui une logique de vengeance, qui serait une vengeance, ça se voit, ça, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est grave, puisque c'est un droit qui n'est pas en mesure de réparer et donc d'annuler le déni du droit, que ce soit un délit, un crime ou une infraction, puisque... alors, il est dit punition, mais il est question de la peine. La peine, pour Hegel, grâce à l'intervention du juge, du tribunal, qui est le porte-parole de la loi, c'est ce qui permet de réconcilier les individus qui sont les protagonistes de cette affaire. Et si la justice est vengeresse, eh bien, elle va poser des actions en chaîne ou à l'infini. Elle va entraîner des nouvelles vengeances. Et finalement, la vengeance, c'est une des figures du mauvais infini pour Hegel. C'est quelque chose dont on ne sort pas et dont la communauté sociale ne sort pas. Et il y a toujours ce risque pour Hegel que les justices historiques soient pleines de vengeance résiduelle. C'est quelque chose qu'il envisage. Du fait de l'opinion publique qu'on a beaucoup de mal à laisser en dehors des tribunaux ?
Oui, ou si les juges mêlent à la représentation de la loi, effectivement, des intérêts particuliers, Voilà. qui peuvent être des intérêts de classe, hein, par exemple, ou si les peines sont disproportionnées. Euh, Exactement. Donc voilà, ça rejoint ce que je venais de dire. Je l'ai pas, je l'ai entendu, je l'ai pas entendu je la découvre pour la plupart des thèmes. Cette émission, je l'ai entendue dans la nuit il y a déjà assez longtemps et de façon voilà très assurée. Mais en réalité, c'est évident, voilà, c'est évident ce Vous qui est pensez que cette rationalité évidemment, il aujourd'hui faut du une droit, justice parfaite elle s'exprime pour mieux que avec le temps, donc il est bon que pour écarter les la procès vengeance. soient tardifs par rapport aux faits qu'ils jugent, ou au contraire, Et on le voit d'ailleurs, l'état de vengeance, il est aussi en cours dans les États. Il existe chez l'individu, dans l'individualité, mais il existe aussi au niveau des États. C'est l'État américain qui prend un prétexte pour aller massacrer, pour aller faire la guerre en Afghanistan parce que quelqu'un qui était logé en Afghanistan a commis un acte barbare aux États-Unis. Donc ça relève de la vengeance. Et là, le juge qui devait interdire cela, qui est l'ONU, n'a pas été juge. Et c'est la même chose avec actuellement entre Israël et les Palestiniens. Il y a un sentiment, il y a un acte qui correspond à de la vengeance. Et c'est quelque chose que l'ONU devrait... Là, la responsabilité, elle est sur l'ONU en réalité. Parce que c'est comme elle est sur la justice. Si quelqu'un se fait vengeance, c'est que la justice n'a pas été juste à ce moment-là pour pouvoir interrompre ce cycle, empêcher ce cycle de la vengeance qui est là. Et là, c'est la même chose avec l'ONU. C'est l'ONU qui devait dire il n'y a pas de réponse qui ne doit pas être au moins égale. Il y a eu un acte horrible à un certain moment contre Israël. Il y a une réponse qui est logique ou qui peut être dite. Normalement, même l'ONU devrait dire c'est nous qui allons prendre les sanctions, c'est nous qui allons gérer la situation. Vous vous mettez à l'écart et on gère cette situation-là. Ça, c'est l'avenir de l'humanité. L'ONU prendra le pouvoir à un certain moment. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et justement, c'est ce qui fait qu'il y a ce chaos dans l'humanité. Lorsque l'ONU va prendre le pouvoir, eh bien, ça sera... Voilà, c'est lui qui va s'interposer, c'est elle, l'organisation, oui, c'est la mère de toutes les nations qui va s'interposer et dire à ses enfants, à chacun de ses enfants, toi tu restes là, tu ne réponds pas à ce qu'a fait ton frère, ton petit frère, il est là, c'est moi qui vais le punir, c'est pas toi, et voilà, etc. on sort complètement du temps des crimes ou des délits qu'on juge et on n'a aucune chance, des années après, de juger rationnellement. C'est une bonne question. Je crois que pour Hegel, la logique de la peine, hein, qui est la logique de la justice, c'est effectivement une logique du temps qu'on se donne, puisque la peine, c'est une des grandes figures de la médiation pour Hegel. C'est le fait que la loi, elle va pouvoir être faite et être entendue du fait qu'elle vient d'un tiers, un juge, dans un tribunal. Et donc,
voilà, elle dépend plus de l'intérêt particulier des individus qui sont aveuglés par ce qui leur arrive. Et effectivement, avec la distance, avec le recul, la logique de la peine, pour lui, c'est la possibilité de la justice, c'est aussi la possibilité de parler, c'est très important qu'il y ait des procès pour Hegel, de parler de ses actes, de pouvoir se défendre. Est-ce qu'on pourrait dire que si tout est dialectique pour Hegel, je crois ne pas prononcer un trop gros mot, c'est-à-dire si tout se corrige, connaît des conflits, des contradictions... Lorsqu'il dit tout est dialectique, c'est-à-dire tout évolue. Et pour Hegel, évolue vers un état de perfection, vers l'esprit absolu. Mais l'esprit absolu, c'est pas l'intellectuel absolu, c'est pas une intelligence absolue, c'est quelque chose de plus spirituel en réalité. Puis se dépasse, à mon sens. Et ainsi va l'histoire. Le jugement qui concerne la justice dépasse toujours dialectiquement la logique de vengeance. Donc ça ne se fait pas en un jour et sans doute pas en un seul procès. Le bon jugement, le jugement idéal, le jugement juste, c'est peut-être à la fin de l'histoire seulement qu'il advient. Ah oui. Bien sûr que oui, évidemment, il est la solution, la clé, la perfection du jugement, elle sera quand l'humanité aura atteint sa perfection. Mais il n'empêche que dans la progression, nous devons lutter contre l'injustice. Nous devons juger les choses et dire que, la vengeance, non. On est passé dans un autre monde, on n'est plus dans ce moment de l'évolution, on est dans un moment de l'évolution où on interdit la vengeance. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui parviennent à se venger, il y a des États qui se vengent, il y a etc. Mais ils doivent être condamnés, c'est tout. Et on doit condamner ces pratiques si on veut continuer d'évoluer et non pas d'involuer, non pas de régresser. Voilà. Et d'ailleurs, finalement, on peut dire on dit que l'histoire jugera, oui. Parce qu'il faut pouvoir se retourner sur des choses, l'histoire jugera. Qui sont derrière nous, qui ont été faites dans l'après-coup, pour avoir la sérénité du regard qui juge et qui évalue sans les passions, vengeresse ou d'autres passions, qui biaisent le regard qu'on peut avoir sur l'histoire. Alors c'est très troublant, Lucie Le Breton, de voir dans la généalogie de la morale, qui est un texte qui condamne fortement ce que Nietzsche appelle le ressentiment et que vous avez déjà évoqué, on va y revenir. C'est très étonnant de voir ce passage que j'ai lu où il dit la vengeance n'est pas la justice, on dirait du Hegel dans le texte, et c'est vrai que j'avoue, je ne comprends pas bien la question du jugement, qui est bien la question que nous venons de saisir à l'intérieur du problème de la justice par rapport à la vengeance pour Hegel. C'est un problème qui, chez Nietzsche, n'a pas de solution. Y a-t-il un jugement universel? Y a-t-il un jugement rationnel? Y a-t-il une justice de l'histoire? Franchement. En tout cas, donc Nietzsche, comme Hegel, sont opposés à la vengeance. Après, Nietzsche est plus épidermique que Hegel. Hegel, il sait que le droit est là. La logique, c'est que c'est le droit qui doit prendre en charge une injustice. C'est la justice qui doit prendre en charge une injustice, etc. C'est comme ça. Il sait très bien que la justice est injuste, etc. Mais c'est le protocole de l'évolution. Pour Nietzsche conteste l'évolution. Et donc, il est il a compris l'évolution, par contre. Il a compris que l'évolution va vers la douceur, vers l'amour, vers etc. Mais c'est vers le spirituel. Mais c'est pas ce qu'il souhaite. Donc, il a cette hostilité envers l'évolution. Et donc, il voit tout de suite, il pointe du doigt tout de suite les problèmes de la justice.
l'injustice de la justice, les problèmes qui sont derrière la justice et le fait qu'elle elle va oppresser le dominant. Et comme il est un peu à la limite pro-dominant, il trouve que la justice, elle est là pour favoriser les faibles, pour aider, voilà, elle est injuste dans ce sens-là. Bon, c'est pas son problème, non? En fait, Nietzsche arrive effectivement à des conclusions similaires à Hegel, mais le chemin qu'il emprunte est très différent. C'est-à-dire que lui, il interprète la justice en termes de volonté de puissance, donc en termes de logique d'intensification de puissance. Oui. Et pour lui, la justice, en fait, a pour origine la protection des intérêts d'une puissance collective. C'est-à-dire donc il est normal qu'il y ait de la vengeance dans la justice des hommes. Alors, en fait, la vengeance, pour lui, va être contrecarrée en tant que déperdition de puissance. C'est-à-dire que pour une communauté donnée, il n'est pas normal du tout, cette phrase, elle est injuste, je suis désolé, mais il n'est pas normal que la justice, qu'il y ait de la vengeance dans la justice. Au contraire, c'est justement ce vers quoi on doit s'écarter. Si une justice est liée à la vengeance, c'est de la vengeance tout court, ça s'arrête là. Et j'en reviens pour dire à quel point les deux intervenantes, Claire Pagès et Lucie Le Breton, qui sont des profs de philo à Paris-Nanterre, une à Victor Hugo, elles ont une conscience, une compréhension des choses qui est vraiment incroyable, je trouve. Et ça, c'est ce que, quand on écoute ces émissions, les intervenants, mais il y a une pertinence, une intelligence, une compréhension des philosophes qu'ils maîtrisent, mais qui est incroyable, quoi. Vraiment, c'est des cas d'or, quoi. On a franchement la chance dans notre pays, et je pense que c'est valable sur toute la planète, d'avoir des docteurs comme ça en sciences, des universitaires qui sont grandioses et qui ont une façon de transmettre qui est tout simplement magnifique. La communauté ressent le danger de la déperdition de puissance que représenteraient des conflits entre parties, particulièrement lorsque ces parties sont de puissances équivalentes et où, en fait, le conflit risque d'être sans fin. J'ai compris. Vous voulez dire que la logique de la communauté, c'est de ne pas appuyer sur le bouton qui renforce la vendetta. Donc c'est presque par intérêt et c'est complètement pour asseoir par sa puissance qu'un tribunal sort de la stricte logique de vengeance pour créer un jugement acceptable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Nietzsche décrit finalement la justice comme une manière de contraindre les parties à s'arranger, à composer, à accepter des équivalents aux dommages causés, oui. Pour préserver la puissance du tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que une erreur qui est communément faite, c'est d'associer Nietzsche au discours de Calliclès dans le Gorgias qui de Platon, qui oppose nature et loi en se disant finalement Calliclès est un Nietzsche avant la lettre. En fait, Nietzsche dit rigoureusement l'inverse de Calliclès. C'est-à-dire que Calliclès dit la loi a été inventée par les faibles pour soumettre les forts. Nietzsche dit au contraire, la justice a été inventée par les forts pour empêcher les faibles de nuire à la puissance collective. Et donc, à condition qu'elle ne soit pas aux mains de tous les faibles. Hein. Et en démocratie, un régime qui honnissait, il dirait quand même que la loi exprime la volonté des faibles. Il le dirait, non? Mais pas du tout. Il dirait ça, bien sûr, mais en réalité, c'est pas le cas. La justice, elle est là pour protéger les faibles et des forts, mais d'une façon d'établir une justice. L'humanité, elle est construite sur ce principe.
Et donc, c'est une bénédiction qu'on soit arrivé au système démocratique qui protège le faible du puissant, de ce que voilà, de celui qui pourrait tout simplement parce que on n'a pas de mesure, les êtres humains, on n'est pas parfait. Donc quand on peut dépasser la mesure, quand on n'est pas arrêté, si on n'est pas arrêté, ben le fort, il fait ce qu'il veut. Le puissant, à un certain moment, il va imposer ce qu'il veut à ses congénères. Et ça, c'est la création du cycle de la vengeance, parce que ça engendre des injustices, etc. La justice, évidemment, doit pouvoir être suffisamment juste pour compenser correctement quelqu'un qui a été maltraité, qui a été abusé, qui a été violenté. La justice est là pour faire payer le coupable, pour lui faire reprendre conscience de ce qu'il a réalisé, pour qu'il puisse demander pardon à sa victime, pour qu'il puisse reconnaître les torts qu'il a fait, pour arrêter de faire ce type de tort, pour arrêter la chaîne de sa violence, etc., etc. La justice, elle a un pouvoir réparateur qui est global. La vengeance, c'est l'inverse. Celui qui a réussi à se venger, dans toute impunité, il recommencera. Il aura un sentiment de puissance supérieure, etc., du mépris pour celui qu'il a réussi à neutraliser avec sa violence, etc. Alors c'est vrai qu'il est très critique à l'égard de la démocratie. Oui. C'est d'ailleurs un peu un drame, hein, parce que franchement, c'est un petit peu un problème, parce qu'on se demande si les aristocraties sont tellement meilleures de son point de vue. Lui, il n'a ni la race, ni la classe, ni la décence, la noblesse, la force et autre chose. On ne comprend pas très bien pourquoi il préfère encore les aristocraties aux démocraties. Oui, mais je pense que réellement, la justice, pour lui, indépendamment du type de régime, c'est une expression de la puissance, mais qui est réfléchie, prudente, ce qu'il appelle spiritualisée, en fait. Donc ça reste une expression de la puissance, mais donc c'est une expression intelligente. Mais elle a raison, c'est Géraldine Mühlmann. C'est assez paradoxal, mais en même temps, ça s'explique complètement chez Nietzsche. Pourquoi il aime l'aristocratie, pourquoi il aime le fort, le dominant, etc. À mon sens, moi, je l'explique comme ça. Nietzsche a une hantise de sa propre sensibilité, celle qui va le rendre fou, d'ailleurs, à un certain moment, en voyant quelqu'un qui bat son cheval, si l'anecdote est juste. Donc, il est dans l'hypersensibilité, cette hypersensibilité qui le fait souffrir, qui lui pose des problèmes avec les femmes, avec l'amour qu'il a. Il est tellement enthousiaste, exalté, etc., qu'il fait peur. Il y a tout un tas de choses. Donc sa vie, c'est une souffrance à cause de cette hypersensibilité, à mon sens. Et donc, au lieu d'en faire quelque chose, aujourd'hui, il pourrait le faire, parce qu'il y a 2 siècles de psychologie qui sont entre les deux. Mais à son époque, il badait, mais il y a encore des gens qui vivent exactement comme ça. Tous ceux qui badent, les narcissiques, tous ceux qui regardent avec une délectation ou qui aiment se ranger sous l'aile des narcissiques, qui ont le sentiment de pouvoir humilier qui ils veulent, de dire, voilà, d'avoir cette méchanceté possible, etc. Et ben c'est la hantise de sa propre sensibilité. C'est qu'on ne sait pas comment valoriser cette sensibilité, comment faire quelque chose et pouvoir l'utiliser. Et donc c'est cette valorisation de l'aristocrate guerrier,
c'est ce qu'il aurait voulu être à cause de sa souffrance. Et Dieu merci, il est pas devenu, ça n'a pas été un aristocrate guerrier. Et c'est ça qui fait qu'il est d'une beauté et d'une intelligence absolue. Il en a fait réellement quelque chose, mais il n'a pas été valorisé par la société. Si la société humaine, de son vivant, l'avait encensé, mais sans nourrir son orgueil qui serait peut-être devenu démesuré, mais en le valorisant clairement pour le travail qu'il avait apporté à l'humanité. S'il lui avait renvoyé quelque chose de positif, il se serait sans doute apaisé, il serait rentré dans le truc. Il a été d'une certaine manière victime de la société, mais comme Van Gogh, le suicidé de la société, et celui qui a écrit sur Van Gogh, le suicidé de la société, Antonin Artaud, voilà des gens qu'on a laissé, que l'humanité a laissé dans la souffrance, et un paquet d'artistes qui n'ont pas été reconnus et qu'on a laissé comme ça dans le désespoir de savoir si leur propre œuvre, si toute leur vie, ce qu'ils avaient consacré, le travail qu'ils avaient consacré à leur existence n'avait pas d'intérêt. C'est ce qui fait dire à Van Gogh sur cette dernière lettre, j'espère que mon travail, il ne sait même pas que son travail va devenir ce qu'il est devenu, qu'il serve un peu aux générations futures, alors que c'est inouï l'amplitude de ce qu'il a apporté à l'histoire de l'art et à l'histoire tout court de l'évolution humaine, Van Gogh. Voilà. Et donc, la souffrance qu'il a vécue, elle était d'une certaine manière évitable. Mais si on l'évite, on n'a plus le Van Gogh tel qu'il était. Et donc, est-ce que Van Gogh, qui n'aurait pas eu de souffrance, serait Van Gogh, ou est-ce que ça serait un marchand de tableaux? Voilà, c'est autre chose. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Et voilà, si vous avez envie de participer, vous m'envoyez un petit message. Si vous voulez établir des liens avec la mécanique universelle, vous pouvez le faire. Si vous voulez répandre l'idée de la mécanique universelle, donc de l'évolution vers la perfection, vous le faites. Si vous voulez, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'écris tout ça, où je développe toute ma théorie, toute cette théorie, on va dire, ma théorie, le ma est de trop. Voilà. À très bientôt et merci de votre écoute.